Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir, le podcast immobilier de Télescope. Et j'ai aujourd'hui avec moi Antoine Robin, le CEO et cofondateur de Paperasse. Bonjour Antoine. Bonjour Vanna. Comment est-ce que tu vas ? Je vais très très bien, merci. Merci à toi d'être venu. Merci à toi pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup. Alors dans ce podcast, on va en apprendre plus sur toi en tant que CEO et aussi sur Paperasse. Donc je vais pas spoiler, tu vas en parler mieux que moi. Mais est-ce que déjà on peut faire un bond dans le passé ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours avant Paperasse ? Tout à fait, ma vie avant Paperasse. Avant de rentrer vraiment dans le détail, moi j'ai 40 ans, je suis un papa de 2 enfants, donc il y a ma vie perso aussi qui est hyper important. Et avant Paperasse, je suis quelqu'un qui a adoré explorer différentes parties dans l'innovation. Toujours le sous-jacent, mon parcours, ça a toujours été de saisir des opportunités technologiques et d'imaginer des services à valeur ajoutée, des expériences pour les clients. Donc, j'ai travaillé dans une start-up qui utilisait le streaming pour pouvoir connecter des clubs qui font de la musique électronique pour que les gens puissent suivre finalement leurs idoles partout, que la personne mixe à San Francisco ou à Hong Kong. Je travaillais sur des sujets un petit peu moins sexy, mais très intéressants aussi, sur comment on peut utiliser le mobile pour faciliter les gens qui veulent demander des crédits ou faire du paiement mobile avec. Ça, c'était quand je travaillais dans une grande banque. Et puis, il y a un élément, je pense, qui m'a parcouru depuis tout petit, c'est comme l'immobilier, les maisons, les immeubles. Vraiment, c'est un peu une fascination pour l'architecture au sens large. Et donc, une dernière étape dans ma carrière de salarié, ça a été dans une filiale d'un groupe immobilier. Et là, j'ai vu tout le potentiel finalement qu'il y avait derrière ces murs, inexploité bien sûr, le potentiel inexploité. Derrière chaque immeuble, il y a des données. Derrière chaque immeuble, quand on veut faire une transaction, il y a énormément de problématiques documentaires. Et c'est finalement ce côté explorateur et curieux qui m'a dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Et ça a rejoint un moment donné dans ma vie où j'étais en train d'acheter un appartement, mon premier appartement. Et donc du coup, là, j'ai compris qu'il y avait tout à faire sur ce sujet de la paperasse. Et donc, je détaillerai ce qu'on fait un peu plus en détail après, je pense. Oui, parfait. Et du coup, tu as fait une très bonne transition pour ma question suivante. L'achat de cet appartement, est-ce que c'est le déclic qui t'a donné envie de te lancer dans l'immobilier et la tech, du coup ? En fait, ça faisait plusieurs années que je me disais que j'avais envie de faire quelque chose dans l'immobilier, d'arriver effectivement à rejoindre les deux, c'est-à-dire ma curiosité et mon côté geek sur « Ah tiens, il y a une nouvelle innovation, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la blockchain sur ce sujet-là ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec… » J'en sais rien, aujourd'hui c'est l'IA, mais avant on parlait beaucoup de robots. Voilà, l'IA, c'est le nouveau mot à la mode, mais déjà il y a quelques années, on avait des robots qui faisaient des choses, des robots qui font de l'OCR. Et pour répondre à ta question, mais complètement, ça a été à ce moment-là, j'ai découvert vraiment la pénibilité, ce point de douleur vraiment très important sur cette quantité de paperasse à rassembler. Moi, j'étais côté acheteur et je voyais mon vendeur vraiment en face qui galérait à me fournir les documents. Donc du coup, ça décalait la date. Donc à l'époque, on était en 2018, donc c'était pas le même contexte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de rapidité. Quand on a un acquéreur, on n'a pas envie qu'il aille voir ailleurs, qu'il aille signer un compromis ailleurs, et donc on veut avoir tous les documents le plus rapidement possible. Donc voilà, donc moi j'ai souffert, entre guillemets, d'avoir ces reports de date, d'avoir tiens, j'avais oublié de vous donner ce document là, c'est important, donc le délai de rétractation se décale d'autant. Voilà, il y a 14 jours de délai de rétractation. Et donc voilà, donc ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et puis quelques interviews avec des pros de l'immobilier pour leur demander qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui sur ce sujet-là, comment on pourrait faire en sorte que ça soit moins la galère. Et là, je leur ai pitché finalement paperasse, le concept de paperasse. Ils m'ont dit, bah oui, ça n'existe pas. Donc, sauf si c'est vraiment très mal codé, ça devrait fonctionner et vous allez rencontrer des utilisateurs parce qu'il y a un vrai besoin sur ce sujet-là. Ok, hyper intéressant. Tout le cheminement, pour le coup, c'est parti d'une expérience personnelle. C'est parti d'une expérience personnelle complètement, ouais, et ça a rejoint, je pense, des lumières qui s'étaient allumées dans ce que j'avais pu voir. Dans ma culture générale de tech, d'amoureux de la tech, et puis dans cette phase où j'étais un peu d'émerveillement sur le monde de l'immobilier, en étant dans une direction de l'innovation, de voir énormément de nouvelles startups qui se lancent. J'ai beaucoup travaillé avant sur la fintech, donc des applications de paiement mobile. Vraiment, je regardais tout ce qui se passait au niveau des nouvelles banques, tout ce qui aujourd'hui c'est l'air du temps, on les utilise tous les jours, mais il y a quelques années,
les N26, les Revolut, même Boursorama, ça vient de Société Générale, mais Revolut, N26 a vraiment été un gros coup, Revolut derrière a été un gros coup, et il y en a d'autres qui se sont lancés au derrière, mais du coup, j'avais ce prisme FinTech, et du coup, je me suis dit, la PropTech, il y a énormément de choses à faire, et je pense qu'aujourd'hui, Télescope en est un exemple, Papras un autre, et on est... Tous les jours, on voit toutes les créations de PropTech qui se développent et qui grossissent, et puis il y a le salon aussi, le salon Rent qui a son succès tous les ans. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était vraiment un champ à labourer. Aujourd'hui, on a quand même construit des petites maisons, des petits immeubles de nos différentes PropTech. Et voilà, ça permet effectivement de répondre à des vrais besoins. Voilà, aujourd'hui, tous les jours, nous, chez Papras, on aide des gens à réaliser finalement des transactions, à rassembler les documents et puis à signer les compromis. Voilà, il y en a d'autres qui répondent à d'autres besoins, mais c'est ça qui est hyper important toujours, c'est de répondre à un besoin client fort, de leur faire gagner du temps, de leur simplifier la vie, et aussi potentiellement, ça peut être intéressant de leur faire des économies. Mais ça, c'est pas forcément le nerf de la guerre, mais voilà, en tout cas, répondre à un vrai besoin, quoi. Pour Papras, en une phrase, qu'est-ce que Papras ? En une phrase, qu'est-ce que Papras Oh, en une phrase, tu peux faire plus. Oui, mais... je vais faire plus simple. Non, mais on est globalement, on est une plateforme SaaS qui permet de rassembler tous les documents pour signer le plus rapidement possible. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous donner 4 chiffres sur Papras ? Oui, je peux vous en donner 3-4. Donc on existe depuis 5 ans. Donc j'aime bien quand je présente Papras dire on a quand même lancé en 2020 un peu dans un monde un peu irréel. On était tous confinés, le marché de l'immobilier se portait bien, etc. Voilà, donc ça fait 5 ans. Donc on a traversé comme une belle crise ensemble. On est des entreprises assez résilientes finalement. Donc on a mis des petites voiles sur le bateau pour prendre les vagues, passer cette tempête de manière vraiment forte. Et aujourd'hui, donc, après 5 ans plus tard, c'est plus de 10 000 professionnels de l'immobilier qui utilisent notre service. Donc de vraiment professionnels de l'immobilier, c'est à la fois des agents immobiliers qui travaillent dans des agences, des mandataires, dans des réseaux, des notaires aussi. Voilà, donc on a vraiment tout type de professionnels de l'immobilier. Donc ça, c'est sur les 10 000 qui nous utilisent au quotidien. On a déjà traité, on est environ à 60 000 dossiers traités depuis le lancement. Okay. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui des infos sur 60 000 immeubles. Voilà, donc il y a environ 600 000, 700 000 copros, ça dépend des études. Donc nous, on estime qu'on a 10% aujourd'hui des immeubles de France dans notre base de données. D'accord. Voilà. Et un autre chiffre que je peux vous partager, c'est tout simplement le nombre de commandes. Parce qu'il y a un document qu'on fait qui est... On en fait plein, mais il y en a un qui sort du lot parce qu'il est compliqué à avoir et il coûte très cher si on le demande au syndic. C'est le pré-état daté. Donc dans ce que fait Papras, effectivement, il y a le pré-état daté qu'on fait. Et les pré-états datés, on en a livré environ 20 000 depuis qu'on a lancé. Voilà, donc, Très impressionnant. Alors au niveau du fonctionnement de la plateforme, comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Tu as déjà un peu évoqué les documents que vous pouvez générer. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expérience utilisateur ? Donc, le professionnel paye un abonnement. Comment est-ce que ça fonctionne ? Très simple. Donc, du coup, on est une plateforme SaaS. Voilà, donc dans SaaS, il y a vraiment ce côté self-care. Donc, le professionnel, effectivement, va pouvoir se créer un compte. Pour pouvoir créer des dossiers. Donc on a par exemple des intégrations avec certains logiciels métiers qui sont utilisés par des grands réseaux. Donc ça, on facilite en plus la création du dossier. Ça, c'est la première étape de l'expérience Papras. Très bien. Je suis un pro, je rentre un mandat, je crée un dossier. Ensuite, je connecte le compte syndic du vendeur pour que le robot Papras aille chercher automatiquement tous les documents qui sont disponibles dans cet extranet. Très bien. Donc on parle des PV d'AG, on parle des appels de charges, on parle du règlement de copro, du carnet d'entretien, vraiment toute la liasse documentaire qui sont émis par les syndics et dont les syndics ont l'obligation de mettre dans l'extranet. Okay. Voilà, donc ça c'est une première étape. Généralement ça permet déjà de remplir pas mal le dossier Papras. Ensuite, ce que font généralement les pros, c'est ils invitent le vendeur. Donc on a un mode collaboratif dans la plateforme qui permet comme ça au vendeur de dire arrêtez de m'envoyer vos documents, les pièces d'identité, le titre de propriété, votre avis de taxe foncière par mail. Tous ces documents-là, ça prend du temps de traiter des mails. Tous les jours, on passe beaucoup de temps là-dessus. Absolument, surtout pour les boîtes pro. Ouais, bien sûr.
Et du coup là, le pro va dire au client, arrêtez de m'envoyer vos documents par mail, vous les déposez directement sur le dossier paperasse. D'accord. Vous verrez, j'ai déjà connecté votre syndic, donc il y a déjà tous les documents syndic, ça, il n'y a pas besoin de le faire. Ok. Voilà, donc c'est vraiment un dossier intelligent constitué par de la récupération automatique et du dépôt manuel. Voilà, donc ça, c'est la base sur en gros les fonctionnalités. Au-dessus de ça, il y a la vérification automatisée de tous les documents. Voilà, donc tous les documents passent par la moulinette, j'ai envie de dire, de vérification de paperasse parce que tout simplement, nous, ce qu'on veut, c'est fournir des dossiers complets et des dossiers. Quand le notaire il reçoit le mail, voici un dossier paperasse, le notaire il se pose plus de questions en fait. Il sait que c'est un dossier qui a été vérifié par la techno paperasse. D'accord. Donc on va vérifier l'adresse sur les documents, ça corresponde bien à un bien situé, j'en sais rien, 12 rue de la Liberté, qu'on a bien les 3 derniers appels de charge, donc il va regarder les dates sur les documents, il va regarder si on a bien les 3 derniers PV d'AG, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment tout un truc de vérification. Et après, on top of that, il y a la commande des documents. Ok. Voilà. Parce que du coup, il y a des documents qu'il faut produire. Oui, à chaque fois qu'on vend. Donc les diagnostics. Donc là, on a un partenaire pour les diagnostics. Les documents de publicité foncière. Donc ça, c'est un nom un peu barbare pour dire le titre de propriété, règlement de copro. Donc chaque immeuble dispose d'un règlement de copro qui est un état descriptif de division qui finalement détaille comment est organisé l'immeuble. Voilà, l'immeuble est divisé en 30 lots, il y a 25 lots d'habitation, il y a 5 lots de commerce, voilà, etc., etc. Et donc, ces documents peuvent être manquants parfois. Et donc là, on a un partenaire qui permet de les obtenir facilement. Et le troisième document, j'en ai déjà un peu parlé, donc c'est le pré-état daté. Et là, on s'est rendu compte que ce document, il était très important, puisque c'est une synthèse financière du copropriétaire vendeur vis-à-vis de la copro et vice-versa, finalement, où il y aura... Est-ce qu'il y a une dette dans la copro ? Est-ce que le copropriétaire a une dette vis-à-vis de la copro, etc. Donc c'est un document hyper important pour un acquéreur, parce que ça lui permet de savoir vraiment où est-ce qu'il met les pieds à un instant T. Et puis on lui dit aussi dans ce document, dans les 3 prochains trimestres qui vont venir, quelles sont finalement les charges ? Est-ce que l'acquéreur t'a vraiment tout dit sur les travaux, par exemple, qui vont être à payer ? D'accord. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets de rénovation énergétique. Oui. Donc du coup... c'est important de savoir s'il y a des travaux de rénovation énergétique avec des montants très élevés, dont les paiements vont arriver dans, j'en sais rien, à T+2, donc dans le 2e trimestre. Le 3e trimestre, il faut les avoir en tête et puis voir entre guillemets, les inclure dans la négociation sur le prix. Voilà, si c'est à l'acheteur de finaliser le paiement de ses travaux, c'est bien d'en avoir conscience. Voilà sur un peu le package paperasse aujourd'hui, et on a d'autres fonctionnalités bien sûr qui vont arriver bientôt. On en parlera après si tu veux bien. Ça marche. Au niveau tu parlais tout à l'heure du fait d'appeler de l'IA robot. Pour toi, quelle est la partie la plus automatisée grâce à la tech, grâce à l'IA dans paperasse ? Aujourd'hui, je pense que ce qui est vraiment le plus automatisé aujourd'hui, oui, c'est la vérification. D'accord. La vérification des documents, ouais. Et justement, j'allais demander comment est-ce que vous assurez tout ce qui est question de sécurité, conformité réglementaire. Tu m'as parlé de partenariat. Est-ce que vous travaillez avec d'autres références, par exemple ? Alors, sur tout ce qui est vérification de documents, on a vraiment utilisé des outils du marché. Alors, on n'a pas de partenariat, on n'a pas de partenaire qui fait de la vérification de documents pour nous. Donc, c'est vraiment des solutions internes, mais on va utiliser par exemple de l'OCR pour vérifier donc, les adresses. Donc, notre robot d'OCR récupère l'adresse sur les documents, fait une comparaison par rapport à l'adresse qui a été saisie pour la création du dossier. Et il faut que ça matche. Alors, si c'est une adresse approchante, le système est aussi capable de la vérifier parce qu'il y a cette intelligence-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a finalement... On a utilisé l'OCR, on n'a pas inventé l'OCR, mais on utilise un module d'OCR qui nous permet de faire ça. Okay. Voilà, donc on utilise d'autres systèmes pour vérifier, par exemple, la présence des différentes pages, par rapport aussi au niveau des dates. Donc on a codé des systèmes qui permettent de savoir aujourd'hui, on est tel jour. Pour avoir les 3 derniers appels de charge, il faut avoir le T4, parce qu'on est en octobre, le T3 et le T2. Voilà, on a plutôt utilisé des choses de logique et du bon sens, et après on utilise des frameworks. Et effectivement, quand j'étais dans une autre vie avant, on utilisait des solutions tierces, par exemple pour faire de la vérification
poussée forte de pièces d'identité. Quand on est une banque, on a une obligation de KYC, donc Know Your Customer. Et là, tu dois utiliser des systèmes vraiment très puissants pour être sûr que la personne qui est en train d'ouvrir un compte à distance via cette application, c'est bien la personne. Et donc, on est tous habitués maintenant à prendre en photo notre carte d'identité, et puis avec notre téléphone, à tourner la tête dans tous les sens. Mais voilà, ça c'est des technologies aujourd'hui que nous, on n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là par rapport aux contrôles qui sont aussi effectués, on va dire, par le professionnel de l'immobilier. Nous, on est un outil vraiment pour rendre les professionnels plus productifs et plus rapides, mais on va pas les remplacer à 100%, c'est pas du tout l'idée. D'accord. Au niveau de votre modèle économique, du coup, comment est-ce que vous rémunérez avec Paperasse ? Est-ce que ça fonctionne sous forme d'abonnement, commission Ouais, c'est une excellente question. Excellente question. Donc en fait, nous, on a plusieurs réponses à ça, puisque du coup, on a un business model, on va dire, avec trois étages, trois parties. D'accord. Donc effectivement, il y a l'utilisation du service. Déjà, la bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas encore testé, c'est qu'on peut tester gratuitement Paperasse sur un premier dossier. Okay. Voilà, on part du principe que c'est important d'avoir une version gratuite d'essai, donc qui est un peu moins complète que la version pro, mais qui permet déjà de tester l'utilisation. Version d'essai gratuite, et après il y a des offres pro. Donc en gros, les pros, une fois qu'ils ont utilisé leur premier dossier, un pro a un besoin récurrent d'utiliser Paperasse pour faire des dossiers, et donc soit il a un volume significatif, on va dire 3 dossiers par mois, ce qui est assez fréquent dans une agence par exemple, va prendre l'abonnement. Donc il y a un abonnement illimité qui est sans engagement, qui permet de faire autant de dossiers qu'on veut. Voilà, donc avec tout ce que j'ai expliqué, donc les robots qui récupèrent, les robots qui vérifient, le mode collaboratif pour réduire le nombre de mails traités par l'agence, etc. Et après, on a une version à la demande. Donc c'est la même version, c'est une version pro à la demande, où là, ce sera plus pour des conseillers qui vont faire 3 dossiers par an. Je crois que c'est un peu la moyenne en France en ce moment. Si on prend le total des ventes réalisées par les mandataires, divisé par le nombre de mandataires, je crois qu'on est à peu près à 3 dossiers. Donc voilà, donc eux, ils sont plus sur l'offre à la demande, parce qu'ils n'ont pas le volume finalement, ça n'a pas de sens pour eux de prendre un abonnement à 60 € sur Paperasse. Donc du coup, on leur permet de faire un dossier à l'unité qui va leur donner toutes les mêmes fonctionnalités que les pros, mais voilà, sur du one-shot. Donc ils viennent une fois, ils reviennent 3 mois plus tard. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, ça va être la commande des documents. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un volet important quand même de l'activité, parce que voilà, une fois qu'on a un dossier, pour pouvoir avancer rapidement, autant cliquer sur les boutons que Paperasse met en avant, qui sont en plus des tarifs négociés. Donc les diagnostics, la publicité foncière et puis le prêt état daté. Donc sur le prêt état daté, on est largement moins cher que ce que proposent les syndics. Les syndics, c'est 300 € en moyenne le prêt état daté. Voilà, nous, chez Paperasse, ça va être à partir de 60 €. Ok, oui, donc une grosse différence. Le tarif dépend des formules, mais en gros, on est à partir de 60 €. Très bien. Et on est surtout sur un délai de livraison qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on est en moins de 24 heures dessus. Donc voilà, les syndics, je pense qu'ils vont mettre une semaine en moyenne. Et le troisième étage, du coup, ça répond, on va dire, à l'intuition de départ, qui est aussi, il y a un besoin sur les données. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, on a déjà 10% des immeubles de France dans notre base. Donc l'idée, à terme, c'est de monétiser nos données sur les immeubles. Donc nous, on a énormément d'informations sur les immeubles, parce qu'on descend à un niveau de finesse très très fort, c'est-à-dire on a bien sûr le nombre d'étages, le nombre de lots, on a les détails avec le PV d'AG, donc le budget qui a été voté, donc les charges, comment se ventilent les charges, est-ce qu'il y a des procédures, est-ce qu'il y a des travaux, etc. Donc je pense que pour pas mal de boîtes, à terme, parce qu'aujourd'hui, ça peut déjà intéresser pour faire des tests, mais à terme, quand on aura plus que 10% du marché, on peut enrichir, je pense, des modèles, des algorithmes, plein de choses. Oui, ça ouvre une nouvelle branche. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, c'est un peu le endgame, comme disent souvent les fonds d'investissement. Quel est votre endgame chez Paperasse ? Nous, l'ambition finale, c'est vraiment d'être l'acteur de référence sur la data immobilière et uniquement sur la data liée aux immeubles. D'accord. Voilà. Ok, très intéressant. Tu parlais de vos clients. Tu as beaucoup mentionné les mandataires. Est-ce que ce sont les clients avec qui vous travaillez le plus aujourd'hui, ou est-ce que c'est assez équilibré avec les réseaux ou des agents plus classiques ? C'est assez équilibré. Alors je pense qu'on suit un peu l'évolution du marché. On s'est lancé en 2020. Les mandataires existaient déjà, mais on voit qu'il y a eu vraiment une accélération, je pense, ces dernières années du modèle mandataire. Tout simplement parce que des agences, je pense, ont été plus exposées à la crise de l'immobilier. Une agence a des coûts fixes plus importants avec le loyer de l'agence, etc. Potentiellement des salaires fixes aussi plus importants. Là où un mandataire est indépendant,
auto-entrepreneur parfois, sinon il a monté sa société. Et vraiment, il y a vraiment aujourd'hui un énorme développement. Donc nous, on travaille avec tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 50-50 entre les agences et les mandataires, mais on voit qu'il y a quand même aujourd'hui une évolution, une croissance, je trouve, plus importante sur le côté mandataire. Ouais. Ok. Maintenant, on va un peu plus parler de ton statut en tant que CEO. Quand tu as créé Paperasse, quel a été ton plus gros défi ? Je ne sais pas si tu l'as co-créé, est-ce que tu l'as créé tout seul à la base, tu nous raconteras aussi en même temps. Quel a été... Alors non, moi je suis quelqu'un, je pense que je suis incapable de travailler tout seul. Donc non, Paperasse c'est une équipe. Hein. Aujourd'hui on est 8 personnes au total dans l'équipe. Okay. On est 4 associés. Voilà, il y a 4 associés sur les 8 personnes. Et il y a 2 développeurs qui sont associés, qui sont très complémentaires aussi. Ça qui est assez intéressant, c'est qu'on est finalement assez complémentaires tous les 4 déjà. Donc un développeur front, un développeur back, et après on est 2 un peu tête pensante, mais complémentaires sur la partie stratégie et mise en œuvre. Voilà, donc sur la partie stratégie, c'est tout simplement déjà sur le produit. Quelle direction on va partir. On a vraiment eu l'idée ensemble de faire cette plateforme Paperasse. Et après, sur le travail au quotidien, c'est vrai qu'on est extrêmement complémentaires parce que ni lui ni moi, enfin aucun des 4 fondateurs avait du réseau dans l'immobilier. Moi, j'ai travaillé chez un acteur de l'immobilier, mais il ne faisait pas de transactions comme aujourd'hui, comme un Orpi, comme un IAD, comme un Safety peut le faire. Donc voilà, ça a été, je pense, un des plus gros défis. Ça a été vraiment de pénétrer le marché de l'immobilier sans avoir à la base d'expérience en tant qu'agent immobilier. Voilà, j'ai juste ma tchatch. J'ai pas peur. Et donc du coup, j'ai été démarcher énormément de réseaux. Voilà, donc on en a signé un certain nombre. On ne les a pas tous signés encore, hein, donc j'ai encore du travail devant moi. Mais en tout cas, c'est ça que ça a été, je pense, le plus gros défi. C'est à partir du moment où on savait que notre produit il fonctionnait techniquement, qui répondait à un besoin, c'est le market fit, hein, finalement, c'est d'arriver à faire rencontrer le produit avec son marché. Et pour ça, oui, communiquer, mais présenter, parler, appeler. Les directeurs d'agences immobilières sont très pris, ils sont très sollicités. On est quand même beaucoup aujourd'hui dans la PropTech à vouloir faire en sorte que notre solution soit utilisée dans les agences et dans tous on va dire les réseaux au sens large de l'immobilier. Donc ça, oui, ça a été un gros défi et aujourd'hui c'est une belle réussite parce que voilà, on a 10 000 clients qui nous utilisent, 10 000 pros qui nous utilisent au quotidien et ça ne fait que croître. Donc voilà, c'est la grosse fierté. Ok. Est-ce que tu te rappelles du premier professionnel ou d'un contrat particulier qui t'a marqué et dont tu es particulièrement fier aujourd'hui ? Sans forcément le citer. Oui, je pense qu'effectivement, je vais le citer sans vraiment dire son nom, mais il se reconnaîtra sûrement. Voilà, c'est un petit acteur, c'est une néo-agence donc, qui existe encore, qui a bien grossi. Et effectivement, je sais pas, par facilité, on est une PropTech. Aller voir les gros réseaux, oui, on le fait, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'ils ont des grosses structures, etc., de gouvernance, de délai. Donc il faut l'initier. Mais on sait que ça va prendre 18 mois, 24 mois, voilà. Donc les premières néo-agences avec qui qu'on a été voir, qui faisaient bien sûr beaucoup moins de volume que les gros de la place, mais voilà, ces premières signatures, j'ai envie de dire, qui nous faisait confiance, qui dit oui, votre produit c'est top, nous aussi on veut révolutionner l'immobilier avec notre système de commission fixe ou de commission plus basse, etc. Donc voilà, ils existent toujours, ces néo-agences. Elles ont passé la crise aussi, c'est ça qui est quand même assez chouette pour elles. Voilà, ça a été vraiment un signe de reconnaissance, de dire ok, la PropTech avance, c'est vrai que vous avez un truc... il se reconnaîtra quand je dirais ça, il nous disait mais vous avez vraiment pris la face nord du sujet, le truc le moins sexy de la place, vous l'avez pris, vous en avez fait un truc plutôt cool, plutôt waouh. C'est vrai, donc voilà, donc lui il a dit allez banco, on y va, et donc du coup on a signé, on est toujours partenaire, et voilà, on a des dossiers qui arrivent de ce réseau-là, et eux ils se sont bien développés, et donc c'est cool, on a grandi ensemble. Ouais, c'est sympa ça, pour le coup. Très bien, tout à l'heure on parlait des fonctionnalités à venir, est-ce que tu peux nous en parler d'une celle qui te plaît le plus ou sur laquelle vous travaillez? Complètement.
nous, on s'est lancé avec plusieurs convictions et plusieurs paris, notamment le fait, donc en 2020, on n'entendait pas autant parler d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui. Oui. Je pense que ChatGPT, il y avait quelques nerds, quelques geeks, quelques personnes très spécialisées qui connaissaient OpenAI et ChatGPT. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, le pari qu'on avait fait, c'était que demain, on pourra facilement exploiter les données qu'on a sur les documents, donc extraire finalement des PDF, toutes les informations que je t'ai dit sur est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il y a le budget qui a été voté, etc. Enfin, tout ce qui intéresse finalement l'acquéreur et donc le professionnel de l'immobilier met pas mal de temps finalement à les extraire des documents. Donc là, ce qui va arriver prochainement sur Papras, c'est vraiment des fonctionnalités tout simplement de synthèse des documents, d'aller extraire, d'aller pouvoir discuter avec les documents qu'on a dans son dossier pour tout simplement gagner, je pense, les précieuses minutes et gagner aussi des deals. Quand vous êtes en rendez-vous avec un acquéreur, potentiel acquéreur, et qui vous pose des questions sur c'est combien les charges ici, c'est quoi les procédures en cours dans la copro, le nom du syndic, etc. Et que vous n'avez pas les réponses et que vous devez prendre votre téléphone. Si vous le faites, je pense qu'un agent immobilier, normalement, il doit dire « je prends bonne note de vos questions ». Et puis, je vous reviendrai vers vous par mail, etc. Mais si vous êtes capable, directement depuis votre mobile, sortir l'application, de taper, d'aller sur le dossier Papras, de cliquer sur le bouton synthèse du dossier, et là, ça vous sort tous les éléments de réponse, et notamment, en fait, là, ce que me dit Papras, c'est fiable, parce que ça a été cherché dans le PV d'AG. Donc, d'après le dernier PV d'AG, non, il n'y a pas de procédure en cours. Les travaux, le DTG, non, il n'a pas été voté. Voilà, ça sera à la prochaine AG. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être là, vraiment d'être un super outil pour les agents immobiliers. On l'est déjà sur la partie récupération, constitution du dossier. Mais là, on veut aller vraiment une étape plus loin avec finalement ayez réponse à tout. On pourrait l'appeler comme ça, la fonctionnalité. La fonctionnalité pour avoir réponse à tout. Voilà. Hyper intéressant parce qu'on revient encore à ce gain de temps, d'efficacité et simplifier toute cette procédure de paperasse, justement. Pour plutôt, on va se tourner un petit peu vers le futur. Quelles sont les ambitions de paperasse à 3-5 ans? Est-ce que vous souhaitez, par exemple, partir à l'international ou en Europe? Alors, c'est une question qui revient de temps en temps. Nous, on a, comme je disais tout à l'heure, on reste une petite équipe. Le sujet de l'international, c'est un sujet, on serait ravis, par exemple, d'accompagner un partenaire à nous qui connaît bien le marché local pour nous dire, oui, il y a vraiment un besoin spécifique. Par exemple, en Espagne ou en Allemagne, par exemple, je pense ces pays-là, la copropriété existe. Il y a beaucoup de documents, il n'y a pas d'outils pour faciliter la récupération, il y a vraiment un besoin. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est ravis, tu vois, on a 10 000 professionnels qui nous utilisent, mais on a encore beaucoup de potentiel de développement en France pour se dire que l'international, c'est stratégique et on va y aller tout seul. Moi, je pense que si on y va, donc... appel aux partenaires qui nous écoutent, c'est d'y aller avec un partenaire. On étudie vraiment ensemble le besoin du marché pour faire quelque chose qui a du sens. Parce que voilà, je t'ai parlé des 3 étages, on va dire, du système en France. Est-ce qu'en Espagne ou en Allemagne, il y a des documents à commander, par exemple, sur lesquels nous, on pourrait effectivement capter une part d'une commission d'apporteurs d'affaires qui permettrait de rentabiliser le système. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment développement France. D'arriver à avoir un maximum de partenaires, donc des réseaux d'agences, des réseaux de mandataires, pour développer le volume. Voilà, donc aujourd'hui, en gros, on doit être à un peu plus de 1000 dossiers par mois créés par tous nos différents utilisateurs. Donc voilà, donc ça crée des 1000 fiches de copro par mois dans notre base. Et l'idée, c'est de croître. Et donc notre ambition, c'est qu'en 2030, donc c'est pas si loin, même si c'est comme dans 5 ans, c'est d'avoir au moins 90% des immeubles de France dans la base. Donc ça fait plus de 600 000 immeubles dans la base en 2030. Ça, c'est notre objectif. Ok, très intéressant. Bon, on espère que vous y arriverez. C'est en cours. On va arriver vers la fin du podcast et je fais toujours un petit jeu avec mes invités. Très simple, rapide. Donc j'ai 3 questions sur tu préfères, donc 2 situations et tu me dis ce que tu préfères. Tu peux développer aussi. Alors, est-ce que tu préfères être utilisé par les petites agences ou par quelques grands réseaux structurés?
j'ai envie de dire, ça dépend du taux d'utilisation de ton système. J'ai envie de te répondre, je préfère être utilisé par plein de petites agences qu'un gros réseau qui m'aura mis dans l'étagère des partenaires, mais finalement je vais prendre la poussière. Donc voilà, donc ce n'est pas le cas. Avec les partenaires avec lesquels on travaille, il y a tout un système de formation très important, de change pour expliquer qu'il y a un nouvel outil. Mais à choisir, pour répondre à ta question, c'est vrai que je préfère être utilisé par une armée de petites agences au taquet qui vont vraiment faire des dossiers, etc., plutôt que de m'époumoner avec un grand partenaire sur lequel je vais rêver de signer un méga contrat, mais qui viendra jamais. Donc voilà. On a d'ailleurs, pour boucler la boucle, le milieu de l'immobilier, c'est très fragmenté. Oui. Derrière, ces enseignes nationales, rouges, bleues, etc. Derrière, en fait, c'est des armées d'indépendants, des franchisés. Et du coup, on a vraiment commencé à convaincre des franchisés sur le terrain qui ont du poids, qui a fait remonter finalement le besoin au bureau national, qui a permis de signer des contrats cadres et derrière d'être placé sur le logiciel, métier, et d'être utilisé par tout le monde. Mais l'immobilier, il faut vraiment commencer par le terrain, d'avoir des agences terrain qui utilisent, qui démontrent finalement l'intérêt et la pertinence de ton outil. En effet. Du coup, oui, en effet, la réponse des petites agences paraît plus pertinente. Très bien. Est-ce que tu préfères tout automatiser avec l'IA ou les robots, ou bien garder une part manuelle pour plus de souplesse ? En fait, moi, j'y crois pas à l'automatisation à 100%. Ça serait vraiment, je pense, faux de dire que demain, on est capable d'automatiser à 100% tout. Parce qu'il y a toujours des spécificités, il y a toujours... et puis l'immobilier, on est quand même sur... Il y a un historique. Oui, c'est un métier très humain. Des immeubles, non, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a des immeubles qui ont été construits il y a très longtemps, avec des documents. Je parle du règlement de copro tout à l'heure. Les règlements de copro qui ont été rédigés en vieux français. C'est vrai. Voilà, donc j'avais pas pensé. Une IA, est-ce qu'une IA, c'est une bonne question, est-ce que si je lui donne un texte en vieux français, elle est capable de l'analyser, etc., proprement, et de me restituer des informations ? Je sais pas. Donc en gros, les robots, l'intelligence artificielle, bien sûr, prend énormément de place aujourd'hui dans tout ce qu'on peut utiliser au quotidien. Nous aussi, chez Paperasse, ça prend de plus en plus de place et c'est de plus en plus important, j'ai envie de dire, pour pouvoir scaler aussi, pour pouvoir traiter plus de dossiers, plus de demandes. L'IA nous aide beaucoup là-dessus. Mais voilà, l'automatisation à 100% n'arrivera pas. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce que à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un contrôle humain. Donc nous, on a un contrôle humain, pas sur 100% de documents, bien sûr que non. Mais je pense que chaque dossier, il y a au moins un document qui est vérifié par l'humain. Okay. Voilà. Même sur nous, au quotidien, chez Paperasse, il n'y a pas un dossier qui est traité en 100% automatisé. Voilà. Okay. Parce qu'il y a toujours un truc, le système dit, là, besoin de vérification manuelle. Donc il y a un opérateur qui va aller regarder et il va vérifier le dossier, ça va prendre 2 secondes et voilà, au moins, c'est fait. Très bien. Alors, dernière question, est-ce que tu préfères miser d'abord sur la conformité réglementaire ou sur l'expérience utilisateur ? C'est une très bonne question. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai travaillé avant dans un milieu très réglementé, dans un gros acteur bancaire. Et donc l'innovation, c'est un sujet. D'arriver justement à faire le pas de côté, à se dire, ok, je vais lancer un nouveau service, mais peut-être qu'on n'aura pas tout de suite la licence qu'il faut pour opérer le service. Comment on peut, dans une phase de transition, réussir à avancer quand même. Donc, quand on innove, bien sûr, on veut pouvoir prendre des risques, on veut pouvoir se mettre un pas de côté, mais il y a vraiment un sujet hyper important. Ça va être comme les données personnelles aujourd'hui. Il faut vraiment être irréprochable là-dessus. On ne peut pas se mettre à faire une base qui n'est pas sécurisée. Où on va potentiellement être très vite hacké avec des fuites de données. Donc bien sûr, moi je suis plus pour pouvoir privilégier l'expérience utilisateur, arriver vraiment à faire des fonctionnalités et mettre en place des systèmes qui apportent vraiment, qui répondent à un vrai besoin, qui vont vraiment être super simples. Vraiment, moi je suis un fou là-dessus sur le clic en trop, arriver que ça soit hyper fluide et d'arriver vraiment à faire finalement l'expérience ou le service qu'on est venu chercher le plus rapidement possible. Par exemple, nous, sur le paiement, à la fin, c'est parfois même un peu trop rapide parce que notre système enregistre par défaut la carte de paiement du pro.
Donc du coup, il a la carte de paiement dans son compte. Et c'est comme Amazon One-Click en fait. Quand vous êtes en train de commander un document... Dès qu'on achète... Voilà, donc du coup, j'ai des je voulais pas utiliser cette carte-là, ça c'était la carte de l'agence, etc. Comment je fais pour revenir en arrière? Parce que voilà. Donc du coup, on a mis des boutons payer. Si vous payez dessus, c'est one click, il n'y aura pas derrière. Comme vous avez déjà fait un premier paiement, c'est ce que nous permet notre système de paiement. Vous pouvez après faire du paiement récurrent entre guillemets derrière pour acheter d'autres documents sans avoir à faire l'authentification. Donc voilà, donc ça tout est fait dans les règles de l'art, mais parfois ça peut être un peu vu comme trop rapide et donc c'est un petit exemple, mais ouais, nous on en a pas vraiment, mais j'aime bien cette logique de bac à sable, très utilisé comme dans des grandes structures qui ont besoin de tester. Donc on va dire, on a le système d'authentification des comptes qui est bien sécurisé. Vous allez pouvoir utiliser ce système-là, mais par contre, il y a d'autres fonctionnalités qui seront, on va dire, en dehors de toute la sécurisation du grand groupe et qui vont permettre justement d'aller plus vite. Plutôt que de devoir développer avec tel niveau de protection, vous allez pouvoir développer dans un environnement sécurisé. Donc c'est vraiment des bacs à sable qui permettent d'innover et d'aller plus vite qu'en utilisant vraiment les process normaux. Ok, voilà. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup Antoine. C'est la fin de ce podcast. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Est-ce que tu veux mettre un mot de la fin? Tout simplement, merci beaucoup Vanna, merci beaucoup à Telescope pour avoir animé ce podcast. Voilà, moi je suis ravi d'avoir pu partager mon expérience et puis j'espère que ça inspirera d'autres personnes qui ont envie d'entreprendre dans la PropTech. Ouais, merci beaucoup, en tout cas c'était très inspirant et puis on vous souhaite tout le meilleur à toi et à Paperasse. Merci beaucoup. Merci.